Bonjour Miguel Benazayac et Bonjour. merci d'avoir répondu à notre invitation pour introduire cette journée qui est consacrée à la notion de progrès. Donc c'est la troisième édition des conversations éthiques, sciences et sociétés que nous avons choisi cette année euh, de, pour mettre en questionnement l'idée de progrès dans une période d'hésitation sur cette notion, Mhm. d'hésitation sur à la fois encore sa légitimité à apparaître comme peut-être une aspiration pour nos sociétés, et aussi dans une période où l'on constate peut-être aussi de plus en plus les dégâts du progrès, Mhm. et notamment du progrès scientifique et technique. Donc on a voulu cette année voilà, mettre au travail cette idée-là, dans une approche critique et éthique, c'est-à-dire voilà, de vouloir vraiment prendre ce concept dans sa complexité pour essayer d'en identifier ses ressorts et aussi peut-être ses, ses potentialités, si elles existent encore. Et notamment en le mettant, cette notion de progrès, en la mettant en parallèle ou en tout cas en tension avec celle de limite. Voilà. Mhm. Avec l'idée qu'aujourd'hui nous sommes à l'âge des limites, limites écologiques, limites anthropologiques, limites économiques. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de signaux qui nous montrent que la notion de progrès, en tout cas dans sa définition idéologique, vient en quelque sorte se percoler avec cette idée de limite. Et donc, voilà, on voudrait interroger à l'occasion de cette journée et à l'occasion aussi de cet entretien la possibilité d'une éthique à l'âge des limites qui viendrait en quelque sorte soit sauver l'idée de progrès, Mhm. soit finalement en actant sa disparition. Voilà, donc là pour le présent entretien, j'aimerais te proposer plusieurs caractéristiques que l'on peut identifier à l'idéologie du progrès. Pas au progrès en tant que tel, hein, on pourra revenir là-dessus, mais à l'idéologie du progrès, ce qui fait de cette notion de progrès une idéologie. Et moi j'en ai vu au moins quatre, et donc j'aimerais voilà, que tu puisses réagir à ça et voir si ça te, depuis ta perspective de philosophe, de psychanalyste, d'observateur critique et affûté des développements scientifiques et technologiques contemporains, ça te parle. Premier aspect de l'idéologie du progrès me semble être l'aspect cumulatif. Cette idée que le progrès, c'est toujours plus. C'est quelque chose qui vise à un accroissement continu, quantitatif, matériel, mais pas que matériel, également immatériel. En tout cas, cet aspect que il y a progrès lorsqu'il y a accroissement, on va dire, des richesses, de la valeur, des biens. Une autre caractéristique de l'idéologie du projet, de l'idéologie du progrès, pardon, c'est l'aspect linéaire et irréversible, où l'idée ici, c'est de dire que le projet est un flux unilatéral que l'on ne peut arrêter et qui va toujours dans le même sens. Donc l'idée aussi de la flèche du temps. Mhm. Voilà, l'idée Mhm. qu'il il y a une direction dans Mhm. l'histoire que le progrès accompagne. Troisième aspect, l'aspect mélioratif du progrès. Il y a progrès lorsqu'il y a amélioration. Le progrès, c'est le toujours mieux, Mhm. la perfectibilité continue, finalement, de l'existence humaine et du fonctionnement de nos sociétés. Et enfin, quatrième caractéristique de l'idéologie du progrès pardon, que je peux identifier, c'est l'idée que le progrès s'accompagne d'un toujours plus vite. Mhm. C'est-à-dire que on va mesurer le Ouais. progrès à l'aune de notre capacité à accélérer finalement le cours des choses. Voilà. Mhm. Donc l'aspect finalement du toujours plus, l'aspect du flux, l'aspect de l'amélioration et l'aspect de l'accélération pourraient former peut-être l'incise idéologique de cette notion de progrès. Et précisément, ce que j'aimerais voilà, savoir, j'aimerais entendre ta réaction, c'est comment on intègre cette idéologie du progrès si tu, en tout cas, acceptes ce tableau-là. Peut-être que tu peux le compléter avec cette idée que nous serions à l'âge des limites. Bon, mais écoute, merci beaucoup de l'invitation. Je regrette de ne pas pouvoir être physiquement présent. Alors,
D'abord, pour commencer, il y a cette phrase que tu dois connaître de Rousseau, non? Quand il écrit qu'avec les progrès, les problèmes, c'est qu'on sait ce qu'on gagne, mais on ignore ce qu'on perd, n'est-ce pas? Bon. Je crois quand même que, d'abord, il faut voir une chose. Quand on parle des progrès, il y a une sorte de ça va de soi. Tout le monde croit savoir de quoi on parle, non? On n'arrête pas le progrès, les progrès c'est bien, etc., etc. Le problème, c'est que, de mon point de vue, peut-être un peu étroit dans ce sens-là, il me semble difficile de parler des progrès sans avoir un axe de progression préétabli. C'est-à-dire que, quelque part, il me semble difficile de parler vraiment des progrès sans une téléologie, hein, c'est-à-dire sans un objectif que, depuis un point oméga, nous guide, soit d'une façon recte, soit dialectiquement. Mais il me semble difficile de parler des progrès dans le sens lourd si on n'a pas un cadre, un dispositif téléologique, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai quand même que voilà, j'appartiens à une génération d'entre-deux, quoi, hein, c'est-à-dire quand j'étais jeune, les progrès encore voulaient dire quelque chose dans le sens téléologique, hein, c'est-à-dire que tout ce qui était les signes du progrès, la recherche scientifique, technologique, etc., était positif, nécessairement positif, et ça impliquait une sorte d'ensemble, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'avancée technologique ne pouvait pas aller d'une façon ou d'une autre avec l'avancée de la justice sociale, n'est-ce pas? Ceci était pensé d'une façon hegeliano-marxiste, pour dire comme ça, hein, qu'il ne faut pas les cantonner simplement à l'idéologie ou à la politique ou à la philosophie, car le positivisme qui accompagnait ça aussi pensait le progrès dans un sens auquel plus on avance dans cette lignée du progrès, plus il y aura un ensemble d'améliorations. Alors, bon, juste une parenthèse, chez Marx, n'est-ce pas, il y avait le développement des forces productives avait la nécessité d'un changement des rapports de production. C'est-à-dire que la justice sociale accompagnait nécessairement le progrès et vice-versa dans un processus dialectique. Bon, force est de croire que les gens de ma génération, on a connu cette rupture historique majeure dans laquelle ce qui est disparu, c'est les points oméga. Hein, c'est-à-dire que pendant quelque temps, c'est pas qu'on a découvert quelque chose, c'est toujours bête de penser qu'on a découvert qu'avant on était dupe et qu'aujourd'hui on est lucide. On est sorti d'un monde structuré d'une certaine façon, et pas qu'idéologiquement, c'est pas une question de récit. Hein. Les mondes et les époques se structurent matériellement derrière certaines croyances, certains rythmes, n'est-ce pas? Alors, ces mondes qui se construisaient comme ça jusqu'à 1900, mettons, n'est-ce pas? Et qui, pendant tout le XXe siècle, commencent à ralentir jusqu'à aller à l'arrêt de cette promesse, bah, ces mondes étaient un monde matériellement différent que le nôtre, n'est-ce pas, que se construisait autrement. Alors, nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas penser qu'il y a, rationnellement, on ne peut plus maintenir dans le cadre de la rationalité la téléologie. C'est comme ça. Hein, c'est-à-dire, le cadre de la rationalité est un cadre qui bouge, avec des limites, effectivement, qui ne sont pas des bornes, mais des limites, n'est-ce pas? Et qui rend rationnel quelque chose qui ne l'était pas jusque-là. Par exemple, jusqu'à 1900, on dit que c'est rationnel, analytiquement prévisible, n'est-ce pas? Or, à partir de 1900, rentre dans le champ de la rationalité l'aléatoire, etc. Donc, le champ de la rationalité est un champ non pas des dupes et des lucides, est un champ qui évolue, non? Et qui détermine aussi les hypothèses de recherche scientifique, politique, économique les plus lourdes, non? Alors, de ce point de vue-là, il me semble important, quand on parle de progrès, de dire que la base téléologique qui permettait de parler des progrès dans un sens lourd est sortie du champ de la rationalité, et qu'aujourd'hui, si on parle des progrès dans ce sens-là, on peut les faire, hein, mais ça reste cantonné
au champ de la croyance. C'est-à-dire que quelqu'un peut croire au progrès, mais il n'y a plus, disons, il n'appartient plus au champ de la rationalité lourde comme il était jusqu'à 1900. Hein, c'est-à-dire que la mathésis universelle, l'idée qu'on avançait sur le territoire obscur, les lumières, etc. Alors, par rapport à ça, d'autres choses sur tes axes où tu m'invites à intervenir. D'abord, effectivement, qu'il n'y ait pas un progrès linéaire ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des changements très importants qui sont à penser, je crois, dans le sens un tout petit peu où Gilles Deleuze parle de jurisprudence, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la jurisprudence, ça veut dire quoi? Dans les champs social et politique, par exemple, ça veut dire que le jour où une femme est devenue médecin, par exemple, c'est fini. C'est-à-dire les théories réactionnaires, patriarcales, phallocrates, etc., restent abolies de ces gestes-là, simplement parce que, voilà, c'est-à-dire une femme est devenue médecin, n'est-ce pas? C'est pareil, par exemple, par rapport, je ne sais pas, dans le champ de la recherche en neurologie, les jours où on a découvert la plasticité cérébrale, l'effet qu'il y avait une reproduction, une augmentation possible du système nerveux central, et que ce n'était pas comme on pensait à la naissance, c'était tout là pour toujours. Alors, le jour où il y a cette découverte, le jour où il y a cette expérience d'une femme qui arrive à être médecin, qui a un baccalauréat, peu importe, n'est-ce pas? Donc, ce que je veux dire, c'est que la jurisprudence, telle comme Deleuze le dit, ouvre un nouveau champ des possibles et éclipse d'autres, effectivement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ça implique une modification. Alors, simplement par rapport à cette jurisprudence, ça ne veut pas dire qu'à partir de là, c'est irréversible socialement et culturellement. Ça peut revenir en arrière, mais c'est comme une sorte de mémoire de l'humanité qui change la donne. Hein, qui change la donne. C'est pour ça que, par exemple, le relativisme culturel est un tout petit peu un sophisme réactionnaire, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de traditions étanches qui existent depuis toujours. Les traditions sont les peuples, avec leurs traditions, sont des organismes vivants qui sont contaminés, influencés. Et donc, effectivement, oui, on peut se demander comment on s'oppose à l'excision ou à l'ablation. On peut se demander comment. Mais ce n'est pas un acte colonisateur de s'opposer à ça. Parce que les mondes où existe l'excision et les mondes où des femmes ont montré qu'il y avait un autre mode d'être femme, par exemple, n'est-ce pas? Donc, qu'il n'y ait pas de progrès ne veut pas dire donc qu'il n'y ait pas comme ça des découvertes des champs des possibles qui marquent une irréversibilité, même si historiquement ça peut être éclipsé pendant quelques temps, pour que ça revienne. C'est non linéaire, c'est l'idée aussi de la non-linéarité du progrès. C'est non linéaire, c'est tous azimuts. Voilà, le progrès peut être aussi un mouvement finalement rhizomatique, chaotique. C'est tout à fait rhizomatique et c'est pas forcément lumineux et clair, c'est-à-dire qu'on pouvait massacrer des gens techniquement, par exemple, avec l'Holocauste. Voilà, c'est-à-dire la vérité, c'est qu'il n'y avait pas eu encore des génocides comme ça. Les génocides avaient été comme le génocide arménien, par exemple. Alors qu'il pouvait avoir une rationalité hyper froide, qu'on pouvait faire ça d'une façon tout à fait technique. Bon, voilà. Il y a aussi un avant et un après. Donc, c'est pour ça que pas seulement les progrès, il est rhizomatique dans tous les sens, contradictoire, mais qui plus est, il n'y a aucune raison pour dire on considère comme nouveau champ des possibles seulement ceux qui sont, entre guillemets, positifs. Il y a aussi ouverture des champs des possibles de la barbarie, n'est-ce pas? Alors, de ce point de vue-là, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment dans lequel il y a beaucoup de champs des possibles qui s'ouvrent. Et pratiquement, concrètement en parlant plutôt de champ qui est le mien de recherche, qui est cette interface entre la biologie et l'épistémologie, n'est-ce pas? Alors, il y a des champs des possibles qui s'ouvrent, mais ces champs des possibles se donnent la légitimité du progrès à l'ancienne, mais ça, c'est un abus. C'est un abus. Parce que chaque champ des possibles qui ouvre
une découverte, une nouvelle technique, etc., est un champ des possibles qui est au milieu d'une complexité profonde qui ne lui permet absolument pas de draper de la positivité du progrès de jadis, n'est-ce pas? Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème parce qu'effectivement, aujourd'hui, toute découverte, toute nouvelle technique se prétend, comme jadis, un progrès qui ne pouvait être qu'une augmentation, etc., etc. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que dans la notion de champ des possibles, finalement, que tu opposes un petit peu à celle de progrès, il y a cette possibilité d'une négativité par rapport à cette idée que le progrès, c'est toujours au mieux. Absolument. Donc il y a ça. Et puis il y a finalement aussi cette idée de détachement ou de désolidarisation de l'idée de progrès scientifique et technique et de progrès social et humain. Absolument. Parce que dans l'idéologie du progrès, il y a aussi cet automatisme. Oui. Le progrès, il est dans cette linéarité, cette causalité entre progrès scientifique et technique qui produisent un progrès social. Et donc, c'était imbriqué. C'est ça peut-être qui se casse aussi dans la période actuelle. C'est qu'on peut assister à des progrès scientifiques et techniques ou des champs des possibles qui s'ouvrent sans conséquences. Ou même des conséquences néfastes, obscures. C'est-à-dire, ça semble drôle, tu vois, parce que c'est les générations qui nous séparent, tu vois. Bon, moi, j'appartenais à cette gauche que, tu vois, quand j'ai commencé mes études de médecine, tu vois, c'est-à-dire, dans le 4e étage de la fac de médecine de Buenos Aires, il y avait un truc de chercheurs, non? Ouais. Et ces mecs-là, j'avais aucun doute de que ces mecs-là étaient en œuvrant pour le bien global de l'humanité. C'est-à-dire qu'un chercheur... Bon, aujourd'hui, c'est-à-dire, en général, quand on te met à côté de chez toi un laboratoire de recherche en chimie, plutôt tu te dis quelle saloperie vont faire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que il y a aussi ce changement des signes du futur, non? C'est-à-dire que les progrès mettaient le futur comme une promesse positive. Aujourd'hui, le futur apparaît comme une menace généralisée. Les deux sont exagérés. Mais c'est vrai, comme tu dis, qu'il y a une désolidarisation absolue, mais que, je répète, souvent, on nie ça, on nie cette réalité. Mais il y a cette désolidariser, l'idée de que si quelqu'un trouve une nouvelle appli, ou si quelqu'un travaille sur l'utérus artificiel, ou si quelqu'un travaille sur les OGM, ou si quelqu'un travaille, je ne sais pas, sur quoi que ce soit, les nanos, tout ça, l'idée de que quelqu'un qui est en train de travailler sur les nanos, inévitablement, et d'une façon plus ou moins dialectique, plus ou moins directe, ça sera un bien pour tout le monde, ça c'est fini. Oui. Et les problèmes, je crois, c'est que c'est objectivement, épistémologiquement, historiquement fini. Le problème, c'est que comme les chercheurs et un tout petit peu l'idéologie dominante fait comme ce n'était pas fini, ils ne nous laissent pas, à nous, le rôle d'une critique rationnelle dedans la recherche. Et alors, toute la critique reste à des obscurantistes qui ont peur, tu vois. Il y a un point que tu évoquais, non, qui me semble très important, et qui est, bon, effectivement, en citant Kant, Kant dans l'introduction de la faculté de la critique de la raison pure, pardon, il parle, tu te rappelles les passages sur la colombe, non, quand il parle de Platon. Alors, il dit que Platon, non, se comporte comme cette colombe qui croit que s'il n'avait pas la résistance de l'air, elle pourrait voler beaucoup mieux, n'est-ce pas? Alors là, Kant, il fait quand même une différence très importante entre limite et borne. Non? Alors, aujourd'hui, les technoscientifiques, les techno, je sais pas, impresarios, non, parce que c'est un peu toujours c'est même pas des amitiés suspectes, ce sont les mêmes souvent, ce sont des impresarios et des chercheurs, un peu comme ça. Bon. Ils traitent toute limite comme si c'était des bornes, n'est-ce pas? Alors ça c'est un vrai problème, parce que les bornes, c'est pour profiter encore un tout petit peu du passage tellement beau de Kant, non?
Les bornes, ça serait si une colombe se rend compte qu'il a son aile un peu coincée, je sais pas, n'est-ce pas? Alors ça, c'est une borne, effectivement. Sa borne, sa puissance d'agir. Oui. Mais l'air n'est pas une borne. L'air, c'est une limite qui rend possible les vols. Alors, notre société, malheureusement, en confondant borne et limite, à chaque fois que nous évoquons les limites comme conditions des possibles, il croit que, par exemple, moi, c'est dingue, maintenant j'ai arrêté depuis que, mais bon, je me suis rencontré plusieurs fois avec Laurent Alexandre et d'autres comme ça, Messie et prophète du transhumanisme et toutes ces choses-là. Hein. Et effectivement, quand on dit, attends, la mort de la mort, je sais pas, changer les phénotypes sans limite, passer notre cerveau à la machine, bon, tout ce délire un tout petit peu comme ça. Et quand on, par exemple, l'utérus artificiel, quand on dit attendez, il y a une complexité là, on est dans une époque dans laquelle l'autonomie de la biologie par rapport à la physique n'est pas une idiotie, on aurait intérêt à voir que dans une continuité de la substance, quand même une discontinuité des théories, n'est-ce pas? Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Que les gens meurent? Pourquoi tu veux pas que les gens vivent 1000 ans, n'est-ce pas? Donc, ils agissent comme si j'étais quelqu'un qui défend des bornes, donc un borné. Bon. Et alors donc, la question c'est de dire les limites. Si, quand je dis la mort, écoute, la mort est un comportement dans l'évolution adopté parce qu'il est très puissant pour qu'une espèce se développe, etc. Bon, peu importe. Je ne veux pas dire que les limites avec lesquelles, depuis, je ne sais pas, 1 million d'années, notre espèce existe, doivent rester comme ça. C'est ridicule parce que je l'ai dit, ça ne sert à rien parce que de toute façon, les limites bougent tout le temps. C'est-à-dire que et physiologiquement, moi, mon dernier bouquin, c'est sur les changements physiologiques et anatomiques du cerveau, simplement par la promiscuité avec les machines digitales. Alors, je suis bien placé pour savoir que les limites bougent. Pareillement, les limites culturelles, anthropologiques bougent. Voilà. Les limites bougent, évoluent, mais sont la condition des possibles. En tant que, si on traite les limites comme bornes, on fait des désastres, Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très dommage que les seuls gens qui parlent des limites soient soit des religieux, soit des intégristes, soit d'un point de vue humaniste, parce que même le point de vue humaniste, qui est, bon, est respectable, bien entendu, dire on ne peut pas dépasser la production moderne de l'espèce humaine comme humanité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer d'autres articulations. Ça, c'est vraiment prendre une limite comme inamovible. Oui. Non? Donc, c'est là, je pense que nous devons quand même pouvoir penser les limites comme quelque chose qui évolue, non pas attendre que les religieux ou la morale disent de l'extérieur les limites, mais bon, sincèrement, c'est toute ma recherche. C'est-à-dire, le bouquin que je vais sortir maintenant avec Giuseppe Longo, c'est ça. C'est-à-dire, je crois que c'est urgent de trouver les limites entre-organiques, non, qu'il faut respecter, qui sont les invariantes, que si on traite comme des bornes, alors, voilà, c'est un peu ce que tu disais, peut-être après on peut aborder la question du temps. Oui, c'est ça. La question du temps. On aborde la question du temps. Ouais. Donc finalement, cette idée qu'il y a des limites, très proche de l'idée de frontière, non, chez Derrida. Parce que chez Derrida, l'idée de frontière, c'est une idée de frontières mouvantes, c'est des plis qu'on retrouve aussi chez Deleuze, cette idée du pli finalement, où c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est pas binaire. La borne, c'est ça, hein, c'est on l'a ou on la dépasse. La borne, c'est vraiment ce qui limite ma puissance d'agir, ce qui limite ma nature, comme dirait Canguilhem. Tu sais, Canguilhem, il a une phrase très très belle quand il dit « Tout organisme sain, il préférera suivre sa nature au risque de sa vie plutôt que se borner, n'est-ce pas, que borner cette nature. » Alors, voilà, une borne, c'est ce qui limite ma puissance d'agir. Une limite, c'est ce qui
est la condition de ma puissance d'agir. De ce point de vue-là, tu vois, je pensais à ce que tu évoquais par rapport à un item comme ça aujourd'hui, tout à fait bête, n'est-ce pas, d'évaluation de soi-disant progrès et la rapidité. L'idée de dire si tu peux obtenir quelque chose rapidement, si tu peux te déplacer rapidement, c'est forcément bien parce que c'est rapide. Cette temporalité-là, linéaire, rapide ou lente, cette temporalité-là est une temporalité qui ignore une base organique de la vie sociale, de la vie dans le sens biologique, qui est le rapport qui existe entre les rythmes et les rites, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous constatons, tu vois, biologiquement et anthropologiquement, que les rythmes d'un organisme, les rythmes d'un organisme qui ne sont jamais linéaires, hein, qui ne sont pas évaluables en termes de plus courts, c'est le temps que ça prend, n'est-ce pas? Les rythmes de vie ont une manifestation transductive, hein, c'est pas une traduction, il n'y a pas de linéarité, c'est transductive, effectivement, mais c'est une manifestation rituelle, des rythmes. Des rites. Nous avons travaillé ça, c'était très beau, on avait travaillé ça en montrant comment les peuples des montagnes, par exemple, tu vois, chez nous à la Cordillère, mais pareil à l'Himalaya, tous les peuples des montagnes produisent de la musique des flûtes. Tu vois, c'est-à-dire que c'est comme si la flûte s'impose toute seule. Tu vois, c'est-à-dire que l'Indien Koya qui joue la flûte, finalement, il est une continuation, tu vois, de l'air qui passe entre cette plante très dure qui pousse à 4000, 5000 mètres et qui font... Tu vois, il joue déjà la flûte. Et l'Indien, il continue à jouer la flûte. Et tous les peuples, tu vois, des rivières, ils jouent des cordes, par exemple, tu vois. Bon, pareillement, c'est-à-dire, on ne pense pas pareil, ce ne sont pas les mêmes rites dans un endroit, tu vois, c'est cette territorialité. Alors, l'idée de gagner du temps est quelque chose que, par rapport à ces invariantes de la vie, tu vois, entre les rites, les rythmes, etc., est une idée qui fait partie de cette vulgata bête de l'assimilation du cerveau ou de la machine vivante à une MED, à une machine à état discret, quoi, un ordinateur. Hein. Et ça fait partie de l'impensé, de la, je sais pas, de l'irrationnel actuel, n'est-ce pas, que je crois qu'on ne peut pas comprendre le niveau de bêtises de certaines choses aujourd'hui si on ne comprend pas que le monde digital a récupéré la promesse de transcendance religieuse. Tu vois, c'est-à-dire que quand je discute avec certains chercheurs, ils sont des chercheurs et d'un point de vue pratique sont 10 fois plus chercheurs que moi, c'est-à-dire parce que moi je travaille sur des résultats, eux ils obtiennent les résultats, n'est-ce pas? Et quand je discute avec eux et qu'ils parlent de ce dépassement des limites, ces corps fait, je sais pas, tu vois, c'est changer les bases d'aminoacides pour d'autres choses parce que tout est information, l'idée c'est de séparer, une pensée séparée du corps, bon, tout ce truc-là qui parle d'une vie sans limite, une vie dans la silicone, une vie post-organique. Moi je pense qu'il faut comprendre que là-dedans, il y a une résurgence de la promesse religieuse et c'est ça la force de la croyance dans la technoscience aujourd'hui. C'est-à-dire que la technoscience, il nous promet, dans un monde déboussolé, dans un monde qui a peur du futur, il nous promet le salut en nous libérant du corps. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une sorte de platonisme réactualisé, non? Où le monde vrai, c'est un monde, je sais pas, tu vois, d'une vie dans des algorithmes, etc., où on s'est libéré des corps, non? Et c'est important de tenir compte de ça parce que la plupart du temps, on discute avec des bons techniciens, mais qui sont des croyants. Tu vois, c'est-à-dire sont des bons techniciens, mais le problème c'est un peu comme les gènes égoïstes, tu vois, c'est-à-dire
quand Dawkins il dit les corps et les véhicules des gènes, tu te dis, tiens, j'ai entendu ça il y a quelque temps, le dimanche matin à la messe, les corps et les véhicules de l'âme. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire... Donc il y a une charge métaphysique que si on ne tient pas compte de ça, on se paume un peu. Mais de quoi tu es en train de me parler, non? Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours derrière l'idée de progrès cette économie de la promesse, finalement? Est-ce que c'est pas justement son moteur? Parce que tu citais Rousseau, avec le progrès on sait ce que l'on gagne, on ne sait pas ce que l'on perd. Précisément c'est ça. Le progrès est toujours une espérance sans responsabilité. Si, le progrès en tant qu'utopie, comme dit Foucault, toute utopie se base sur la haine du corps. Toute émancipation implique ces côtés, il y a un clin d'œil, n'est-ce pas, de s'émanciper du corps corruptible, comme dirait Platon, n'est-ce pas? S'émanciper, ça veut dire laisser ton corps. Toujours, simplement deux choses. D'une part, dans la modernité, la promesse du progrès, quand même, ne pouvait pas matériellement se passer du frottement avec la praxis. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose là d'un frottement. L'idée qu'on pourrait se passer de tout frottement, l'idée de que vraiment il y aurait un monde des idées, justement, un monde des algorithmes, ce monde d'information pure, pour lesquels les supports matériels, peu importe, finalement, on arrivera à se débarrasser, n'est-ce pas? Me semble que est plus qu'un tour de vis de plus par rapport à ça. Alors, on peut toujours se dire, bon, ils ne peuvent pas réussir, d'accord, mais que ceci soit leur objectif implique un tas de pratiques assez dangereuses et surtout implique qu'aujourd'hui, tous les travaux très intéressants sur les nouveaux possibles technico-scientifiques sont immédiatement capturés par les gens de la promesse, quoi. Hein, c'est-à-dire, aujourd'hui, essayer de comprendre que même dans l'arithmétique, le désir de calculabilité n'inclut pas toute l'arithmétique. Alors, ne parlons pas dans les vivants, par exemple. Alors, il y a beaucoup à questionner, il y a beaucoup à parler, non pas d'un point de vue technophobe, hein, mais il y a beaucoup à parler justement pour que tous ces nouveaux possibles de l'humanité ne soient pas tous capturés par encore une promesse d'émancipation comme ça. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que le progrès aujourd'hui est difficilement assumable et rarement assumé? C'est-à-dire qu'on dans les discours, de moins en moins de porteurs d'enjeux, de responsables politiques assument cette idée de la linéarité, progrès technique, progrès scientifique, progrès social, progrès humain, mais que c'est substituer finalement la même idée derrière le concept d'innovation technoscientifique. Est-ce que l'innovation technoscientifique aujourd'hui n'est pas finalement l'avatar de ce qu'était l'idéologie du progrès? Si, tout à fait, c'est le simulacre et l'avatar de ce qu'était l'idéologie du progrès. Je pense que l'innovation, c'est bon parce que c'est nouveau. Voilà, ça, tu le vois concrètement. Tu sais, c'est le terme heideggérien d'aliénation des soucis, non? Tu vois comment chaque nouvelle applique dans ton portable, dans ton ordi, va capturer des morceaux de ton temps, de ta journée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tu remplis les appliques avec ton temps, non? Simplement, peut-être, il y a aujourd'hui une idée progressiste, entre guillemets, je n'utilise pas trop le mot, mais il y a une idée progressiste dans un sens noble, disons, qui est l'idée qu'il s'agit de défendre la vie, n'est-ce pas? Qu'il s'agit de défendre la vie, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qu'est la vie dans tous ces niveaux, n'est-ce pas? De comprendre que les projets post-organiques de virtualisation totale est très réactionnaire, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il y a dans tous les cas une asymétrie très grande aujourd'hui. Il y a une asymétrie très grande entre ce qu'ils veulent, les mondes post-organiques, ce qu'ils veulent, qui pensent en termes de tout est possible, d'abolir les limites, et ceux qui essayent de comprendre avec la langue de notre époque ces rapports entre les rythmes, les rites, ces invariantes du vivant, non? Parce que parmi ces invariants structurels anthropologiques, parce que le progrès se fonde aussi, l'idée de progrès, sur un invariant anthropologique qui est celui du développement.
Oui. Tout être humain qui naît vise finalement à tout être humain, même être vivant. Peut-être que tu me reprendras, mais vise à aller à l'avant, à se dépasser, vise finalement à augmenter ses capacités par l'apprentissage, par la compréhension de son environnement, par l'adaptation à son environnement. Donc il y a quand même cette idée, cette base peut-être aussi du vivante dans l'idée de progrès. Si, je pense que si. Je pense que tout être vivant, toute espèce tend à explorer. On voit ça même dans la botanique, tu vois. Stefano Mancuso, par exemple, un biologiste et botaniste de Florence avec lequel j'ai un peu des échanges, voilà, montre comment toute forme de vie tente à explorer de nouveaux possibles. N'est-ce pas? Simplement, ceci n'a pas la signification d'une performance individuelle des pouvoirs, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que l'idée d'exploration de nouveaux possibles n'a été volée quelque part, n'est-ce pas, aliénée par l'idée d'augmentative, purement quantitative de l'homme postmoderne qui arrive à cette aberration de dire la vie c'est moi, donc je vais être moi immortel. N'est-ce pas? Donc je pense que oui, l'augmentation de la puissance qui implique le déplacement de limites, mais à la fois il faut bien voir par exemple que d'un point de vue profondément philosophique, les questions que Diogène, c'est lui ton nom, non Diogène d'Hippone va mettre, n'est-ce pas, sont les mêmes qu'on peut se poser nous aujourd'hui, c'est-à-dire que aussi par rapport à ce qui est profondément fait à la particularité humaine, n'est-ce pas, d'être dans cette interface entre la pensée, les deux catégories de attributs de la substance, n'est-ce pas, l'étendue et la pensée, non, fait que par rapport à ça, il faut se rendre compte qu'il n'y a aucun progrès. C'est-à-dire que par rapport à ça, voilà, ce qu'il y a, c'est un oubli ou un éclipse temporel d'une sagesse qui permet de penser ces questions-là, n'est-ce pas? Mais par rapport aux vraies questions qui ordonnent notre vie, là-dessus, il n'y a aucun progrès. Ni serait souhaitable non plus d'imaginer, parce que chaque fois qu'on a voulu imaginer un progrès sur ces questions, on a produit des horreurs. C'est vrai. Donc on comprend bien que l'idée de progrès est en crise, a fortiori lorsque l'idée de progrès se déguise sous son habit de l'idéologie ou de la croyance religieuse, et prend des noms... se déguise finalement dans l'innovation techno-scientifique ou l'économie de la promesse. Pour autant, on voit qu'il y a quand même cette idée de progrès, elle persiste. Elle persiste dans un imaginaire, elle persiste aussi même, on le voit, dans des références ou des métaphores biologiques en termes d'amélioration des capacités, des puissances. Voilà. Et donc, moi, je trouve que ce qui serait intéressant de se poser comme idée, donc l'hypothèse que l'on fait, c'est la nécessité d'une éthique des limites, tout comme on pouvait, avec Derrida, comme je l'ai dit, ou Deleuze, penser à une éthique des frontières, des territoires. Est-ce que toi, tu penses que ce genre de démarche, de réflexion, serait pertinente à développer, pourrait aider, s'il le faut d'ailleurs, et peut-être que le faut-il pas, sauver cette idée de progrès. S'il ne faut pas la sauver, par quoi quel imaginaire finalement pour les sociétés, quelle espérance, par quoi on pourrait remplacer, voilà, peut-être une question d'ordre plus philosophique sur que faire cette idée de progrès, l'associer à cette éthique des limites suffit-il à sauver cette notion? Puisque tu parles d'éthique, non, d'un point de vue spinoziste, alors on peut paradoxalement sauver l'idée de progrès dans le sens auquel les progrès ne correspondraient pas au bien et au mal, mais ce qui est mieux au pire dans chaque situation, tu vois. Alors, je crois quand même que, oui, il y a une éthique des limites à défendre, et à la défendre au cœur de la rationalité.
Tu vois, souvent les gens me disent, mais pourquoi tant d'efforts pour démontrer rationnellement qu'il y a de l'irrationnel? Non, mais parce que c'est très important que la rationalité cohabite avec son autre, parce que justement le rationalisme, non, le rationalisme du tout algorithme, mais finalement quelle est la différence entre la machine et le vivant, etc. Ce rationalisme est un rationalisme sans autre, il n'y a pas d'autre. Alors, moi je pense que dans une éthique des limites, justement, ce qui est souhaitable, désirable, c'est qu'au cœur de la rationalité, nous, on puisse effectivement rencontrer ce que moi, dans ma recherche, dans mon langage, j'appelle les invariantes non, du vivant, et qu'on puisse les défendre comme ça. Il y a quelques temps, m'est arrivé quelque chose de drôle en présentant mon bouquin à Milan. Il y avait l'évêque de Milan qui était dans la réunion comme ça. C'était un peu drôle parce qu'il y avait l'évêque et le maire, non? Alors ça faisait Don Camillo, Don Pepone, non? C'était les communistes et les curés. Et à la fin, l'évêque, très gentiment, me dit, mais Miguel, siamo assolutamente d'accordo, non? Les limites, je ne sais pas quoi. Je dis, excusez-moi, monseigneur, mais on n'est pas tout à fait d'accord parce que pour moi, les limites ne doivent dans aucun cas venir de l'extérieur. Les limites qui nous intéressent, nous, c'est les limites que dans l'intérieur du vivant et de la culture peuvent protéger le vivant et la culture. Et là aussi, toutes les tendances actuelles, toutes les promesses actuelles s'adressent à l'individu. On individualise la vie, on individualise tout est individuel. Et alors, je pense quand même que, comme l'écrivait Jean Mallory, plus je me sens individu, moi je me sens vivre, non? C'est-à-dire qu'il y a quand même une éthique des limites, est une éthique dans laquelle les limites, ce n'est pas des limites qui me bornent, mais c'est justement l'expérience expérimentée que je suis un être des liens. Non? Alors, de ce point de vue-là, je crois quand même qu'il y a un minimum de sagesse de ne pas, par exemple, vieillir ridiculement, quoi. Vieillir en voulant avoir les puissances de la jeunesse et ne pas découvrir quelles sont les nouvelles puissances, n'est-ce pas? De dire, mais non, finalement, c'est-à-dire, l'effet d'être limité, c'est ce qui donne du sens. C'est ce qui donne du sens à chaque acte. Tu vois, alors, je ne sais pas, là, une anecdote, tu vois, c'est ancien combattant, en discutant avec un copain qui avait fait la résistance avec moi, je ne sais pas quoi, il m'a dit, ouais, toi, tu dis que le transhumanisme, mais imagine-toi que quand tu vas mourir, on te donne un ticket pour 50 années de plus. J'ai dit, oui, mais c'est rigolo, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Parce que ce mec-là, qui est un chercheur en biologie, qui a travaillé sur un vaccin très important sur les Chagas, Massa, bon, chez nous, bon, je lui ai dit, tu vois, Pedro, la question, c'est que tout ce que tu as fait dans ta vie, non, dans la résistance armée, avec la torture, je vois, tout ça a du sens parce que tu es limité et mortel. Ouais. C'est-à-dire, quel sens aurait, n'est-ce pas, d'avoir résisté aux militaires, par exemple, si on était immortel? N'est-ce pas? Le sens était parce qu'on mettait notre corps. Quel sens il a un chercheur qui, plutôt que de gagner des sous dans une entreprise, je ne sais pas quoi, va insister dans sa recherche qui est nécessaire, comme dans son cas, pour une maladie qui touche les plus pauvres de la population? Eh bien, le sens est sous condition de limiter. C'est-à-dire que l'illimité de la promesse technoscientifique post-organique, le sens disparaît. Il y a du sens que dans la limitation. Alors que ces limites bougent, qu'effectivement il n'y ait pas des enfants myopathes, tout ce que soit du côté de la médecine réparatrice, c'est parfait. Avec l'augmentation, il faut faire attention, parce que l'augmentation ne peut pas aller sans une perte du sens. Sans une perte de sens. Tu vois, une dernière anecdote. Non, tu vois, ils m'ont fait rencontrer les Chinois qui avaient perdu au Go contre la machine. Oui. Alors tu vois, ils me disent, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, je pense qu'il va gagner toujours la machine. De plus en plus, même, je donnais une idée, je dis, la machine pourrait avoir un logiciel qui profile les Chinois, ou quel que soit, non, et fait un truc, non, fait un mouvement qui n'est pas un mouvement logique, mais un mouvement qui sait que l'autre va l'affaiblir. Alors on dit, donc la machine va gagner, oui, la machine va gagner, mais quel est le problème? Mais le problème, c'est que la machine n'a jamais gagné ni joué au Go. La machine ne désire pas jouer au Go, la machine ne joue pas au Go et la machine ne gagne pas. C'est-à-dire que
Oui. c'est grosso modo comme mon ascenseur. C'est-à-dire, je ne me suis pas senti dans ma dignité offensée les jours que sont foutus un ascenseur, n'est-ce pas? Mais c'est là où il y a une forte ignorance, n'est-ce pas? Parce que si nous ne pouvons pas voir que la grosse différence, c'est qu'il n'y a que du vivant qui veut jouer, n'est-ce pas? Les jeux, quelque chose qui n'est pas exclusif des humains, hein, c'est-à-dire, les vivants désirent jouer, donc a du sens. La machine peut calculer des trucs, mais ne pourra jamais jouer au Go. Alors, si on ne peut pas voir ces différences-là, effectivement, et ça, la différence, elle est parce que les Chinois étaient limités. Oui, c'est ça. Lui, il est limité. Donc, jouer au Go signifie quelque chose. Okay. La limite est condition du sens. Donc, ça justifie doublement l'idée d'éthique des limites. Donc, que la limite comme même condition de possibilité d'une éthique. Absolument. D'un sens. Voilà. Absolument. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi.